Oh là là, c'était pas facile aujourd'hui, hein. J'ai parlé de l'affaire Epstein. Ah ouais, le pote à Mac Lesguy, égal M6. Non, non, ça c'est Einstein. Ça a rien à voir, là je te parle du pédocriminel, le pote de Trump. Ah. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 3 février et depuis vendredi dernier, la tentaculaire affaire Jeffrey Epstein refait surface et pour cause, la justice américaine a déclassifié plus de 3 millions de documents relatifs à ce millionnaire pédocriminel, dont 2000 vidéos et plus de 180 000 photos. Autant de fichiers embarrassants pour un nombre incalculable de puissants du monde entier, éclaboussés par ce scandale. D'ailleurs, Donald Trump n'échappe pas à la règle. Le président des États-Unis a même été contraint de promulguer en novembre dernier une loi contraignant le ministère de la Justice américain à rendre public l'ensemble du dossier aux mains des autorités. Et il s'y était pourtant longtemps opposé, mais face à la pression populaire venant notamment de sa base militante, il a dû respecter sa promesse de campagne et permettre la transparence totale sur l'affaire. Mais avant de s'attarder sur les nouvelles révélations, un retour s'impose sur cette affaire et surtout sur son principal architecte, Jeffrey Epstein. C'est un richissime homme d'affaires américain qui a bâti sa fortune sur la finance, souvent à la lisière de la légalité, quand ce n'était pas carrément en arnaquant ses victimes à coups de montages douteux et de pyramides de Ponzi. Ses combines lui ont quand même assuré un train de vie obscénément confortable et surtout un carnet d'adresses à faire parlire n'importe quel lobbyiste. À en croire sa correspondance désormais révélée, Epstein connaissait absolument tout le monde, élite politique et médiatique, grands patrons intellectuels en vue, artistes célébrés et hauts fonctionnaires bien placés. S'il baigne dans une quantité proprement incalculable de magouilles et d'affaires politico-financières internationales, Jeffrey Epstein est avant tout au cœur d'un scandale sexuel massif qui éclate au grand jour dans les années 2000. Il est alors accusé d'avoir mis sur pied un véritable système presque industriel de trafic de mineurs. Fidèle à ses méthodes, Epstein recycle le modèle pyramidal financier pour recruter. Il cible des adolescentes vulnérables repérées dans des lycées défavorisés de la région. Des jeunes filles parfois âgées de seulement 14 ans franchissent ainsi chaque jour les portes de ces luxueuses résidences où elles sont agressées sexuellement. Avec le temps, l'enquête révèle que le dispositif se perfectionne. Epstein et ses complices, au premier rang desquels sa compagne, Ghislaine Maxwell, affinent leur technique de rabatteur, tantôt dans des concours de beauté, y compris organisés dans la villa de Donald Trump, tantôt dans des boîtes de nuit. Le prédateur change de décor, mais jamais de méthode. Au final, le mode opératoire est souvent le même. Le richissime homme d'affaires agite des dollars, il promet une aide financière à ses victimes, que ce soit pour faire des études ou pour trouver un toit. Ensuite, il les emmène en voyage sur son île privée dans les Caraïbes où les jeunes femmes sont abusées à tour de rôle, presque comme dans une usine. Sur cette île, Epstein accueille également toute une ribambelle de personnalités influentes qui viennent passer du bon temps à ses côtés et nous jure désormais mordicus qu'elle n'était au courant de rien. Jeffrey Epstein est accusé d'avoir sexuellement exploité plus de 1000 jeunes femmes, dont des mineurs. Êtes-vous le diable en personne? Non, mais j'ai un bon miroir. Après avoir longtemps esquivé la justice à grands coups d'arrangement et de corruption, le FBI lui met finalement la main dessus. En juillet 2019, le financier de 66 ans est arrêté à New York pour trafic sexuel organisé de mineurs entre 2002 et 2005. Le richissime pédocriminel est incarcéré en attendant son procès, mais le 10 août 2019, il est retrouvé pendu dans sa cellule. Dans des circonstances que certains jugent douteuses, le médecin légiste conclut au suicide, mais la rapidité et des zones d'ombre dans sa mort nourrissent immanquablement les théories du complot. Un an plus tard, le 2 juillet 2020, Ghislaine Maxwell, son ancienne complice et partenaire de longue date, est arrêtée à son tour. Elle sera finalement condamnée à 20 ans de prison pour exploitation sexuelle, mais bénéficie de conditions de détention exceptionnellement favorables.
L'affaire Epstein éclabousse, on l'a dit, un nombre impressionnant de personnalités influentes dans le monde. On a parlé de Donald Trump, ami de longue date du financier. Il en parlait d'ailleurs en ces termes à la presse en 2002. Je le cite, « Cela fait 15 ans que je connais Jeff, un type formidable », confiait Trump. On dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi et beaucoup sont plutôt jeunes. Glaçant. Depuis, les deux hommes se seraient brouillés à cause d'une affaire de gros sous et Trump a toujours nié avoir eu connaissance de quoi que ce soit concernant les crimes sexuels commis par son vieil ami. Le président américain a tout juste admis avoir vu, je cite, « de belles filles dans la piscine d'Epstein », mais a assuré, je cite encore, ne pas vraiment savoir pourquoi Ghislaine Maxwell recrutait des mineurs. On se le demande. En novembre dernier, la naïveté de Trump, bien opportune, a été brutalement mise à l'épreuve par des mails écrits par Epstein lui-même en 2011. Dans l'un d'entre eux, le millionnaire lâche, je cite, « le chien qui n'a pas aboyé, c'est Trump », et précise d'ailleurs qu'une victime, je cite encore, a passé des heures chez lui, chez Epstein, avec Trump. Plus tard, en 2019, toujours le même, Epstein écrit noir sur blanc, bien sûr qu'il savait à propos des filles, il a demandé à Ghislaine d'arrêter. Ceci en parlant de Trump, évidemment. Alors, ces révélations n'ont rien changé à la ligne de défense du président américain qui répète à qui veut bien l'entendre qu'il n'a jamais rien vu ni rien su. Et c'est globalement ce que disent toutes celles et ceux qui sont mis en cause dans cette affaire. Personne n'a rien vu, personne n'a rien su. Parmi eux, on retrouve une longue liste de noms prestigieux venus du monde entier. Elon Musk, Bill Gates, Woody Allen, Mick Jagger, Stephen Hawking, le prince Andrew d'Angleterre, la future reine de Norvège, l'ancien premier ministre israélien, Bill Clinton. Bref, une véritable galerie des puissants venus des quatre coins du monde. Et la France n'est évidemment pas en reste, à commencer par la famille de l'ancien ministre socialiste Jack Lang, aujourd'hui président de l'Institut du monde arabe à Paris. Dès 2020, les médias avaient déjà signalé les liens entre Epstein et l'ex-ministre français. Il faut dire que ce dernier n'est pas du genre à être choqué par les accusations de pédocriminalité. Au contraire, il est bien connu pour avoir soutenu une tripotée de personnalités empêtrées dans ce type d'affaires. Bref, toujours est-il que Epstein et Lang entretiennent des relations, ils s'invitent régulièrement, se rendent des services et tous ces trucs que les riches font entre eux. Mais cette fois, on apprend que les liens financiers entre les deux hommes sont tout aussi entretenus que les liens amicaux et même entre ces trois-là, puisque la fille de Jack Lang, Caroline, est également impliquée dans l'affaire. Elle détient 50% d'une société avec Epstein dans les îles Vierges américaines, un joli petit paradis fiscal. Cette société servirait, je cite, à investir dans de jeunes artistes français et internationaux pour les aider. C'est ce qu'elle explique, Caroline Lang. Elle poursuit, je cite encore, « Il a proposé de monter un fonds et j'ai dit oui, je me suis occupée de rien. Ce sont les avocats de Jeffrey Epstein qui ont tout fait en termes de montage. » Il y en a qui ont quand même de la chance. Et aujourd'hui, les comptes de l'entreprise seraient crédités de 1,4 million de dollars. Mais tout ça, Caroline Lang a oublié de le déclarer au fisc français. Je la cite, « Comme je n'avais pas mis d'argent dedans, tous les fonds provenaient de Jeffrey, je n'ai pas mesuré les implications et les conséquences, se justifie-t-elle aujourd'hui. En tout cas, une chose est sûre, les relations étaient excellentes entre ces deux-là, puisque 2 jours avant de se suicider, Epstein a rédigé un testament pour lui léguer à Caroline Lang 5 millions de dollars. Manifestement, la loyauté avait son prix. Les liens sont d'ailleurs tellement étroits entre les Lang et Jeffrey Epstein que ce dernier a déjà dit à Caroline, c'était dans un mail datant de septembre 2017, qu'il se sentait comme faire partie de la famille. Quelques occurrences dans la correspondance numérique de Epstein font également référence à Emmanuel Macron, le président français. Il est notamment question de la révolte des Gilets jaunes. Epstein reçoit des comptes rendus détaillés d'un ministre européen dont le nom est caviardé par le ministère de la Justice américain. Nous sommes au début de la révolte en décembre 2018. La capitale tremble les samedis sous la colère des manifestants. Vous savez, c'était le moment où Macron faisait du zèle
appelle en disant qu'ils viennent me chercher. Et quand finalement les Gilets jaunes ont frappé à sa porte, il était à 2 doigts de sauter dans un hélico, voilà pour le contexte. Donc Epstein en discute avec son correspondant. Il dit « la France va mal ». Le ministre en face confirme et ajoute « tout le monde a peur le samedi ». Epstein joue alors le politicien de salon et s'interroge sur les options qui s'offrent à Macron pour faire face aux révoltes. Pour lui, les options ne sont pas si nombreuses. Tirer sur la foule, reculer, démissionner ou risquer une guerre civile, dit-il. Ces documents, ils montrent à quel point Epstein gravitait dans les cercles du pouvoir européen et observait de près les décisions politiques. Pour autant, à ce jour, aucun lien d'amitié direct avec Emmanuel Macron n'est établi. L'homme d'affaires s'intéressait également de très près au financement du Rassemblement national. Des mails entre 2018 et 2019 évoquent non seulement les besoins financiers du parti d'extrême droite, mais aussi une rencontre entre Steve Bannon, le stratège de Donald Trump, et Louis Alliot, alors compagnon de Marine Le Pen. Epstein et ses associés semblaient examiner des solutions de financement pour le RN, alors en difficulté pour rembourser les prêts contractés auprès de banques russes, tandis que le cordon sanitaire européen refusait alors d'accorder le moindre crédit. Quelle époque bénie! Toujours est-il que dans ce contexte, il serait question d'une proposition de prêt de 4,7 millions de dollars à taux zéro pour soutenir donc la campagne européenne du parti. Tout ça pour que Jordan Bardella ne foute jamais un pied dans l'hémicycle européen. Il y a de quoi être dégoûté. Enfin, si rien n'indique que ces sommes ont été réellement débloquées, la correspondance montre qu'Epstein suivait la campagne et le financement du RN de très près. Steve Bannon apparaissait d'ailleurs comme un intermédiaire en contact régulier avec les cadres du RN. Il a même été invité au congrès du parti en mars 2018. Et même pour la petite histoire, la clique de Marine Le Pen ne faisait pas grand effet à l'associé d'Epstein, un journaliste américain, puisqu'il estime à plusieurs reprises que, je cite, « ces types avaient l'air idiots, purs et durs ». On ne peut pas les contredire sur ce coup-là. Alors Jean-Philippe Tanguy, le député RN, a été interrogé sur cette affaire. C'était sur CNews. Il a largement, évidemment, balayé la question, estimant que le RN n'était que mentionné comme dans une vulgaire revue de presse. On écoute. J'ai vu des attaques indignes de macronistes et d'extrême gauche disant que le Rassemblement national était concerné. Moi, j'ai lu l'ensemble des mails. Précisons les choses sur l'aspect financier. C'est-à-dire, il y aurait eu des échanges sur le fait que le FN, à l'époque, avait des échanges pour parler de financement du parti. Oui, mais même tout ça, c'est largement exagéré. Moi, j'ai tout lu. Tout est transparent. Donc, tous les Françaises et les Français qui le souhaitent peuvent aller voir sur Internet. En fait, on est mentionné de manière indirecte par les pérégrinations de M. Bannon avec M. Epstein. Et donc, il se trouve qu'on est mentionné comme une revue de presse, si vous voulez. Mais évidemment, nous n'avons rien à voir avec ces gens. Et j'espère que justice sera faite sur ce dossier, parce que la pédocriminalité, il faut bien le dire, est aussi un des grands tabous des sociétés occidentales, où le combat judiciaire n'est souvent pas à la mesure de l'horreur qu'il y a derrière ces crimes absolument abjects. Et franchement, il faut vraiment mettre plus de moyens pour protéger les enfants de ces réseaux pédocriminels. On notera quand même la soudaine attention portée par le RN aux affaires de pédocriminalité. Rappelons à toutes fins utiles que les élus d'extrême droite ont été les premiers à participer aux émissions de Jean-Marc Morandini, malgré sa condamnation définitive pour des faits similaires. L'indignation est véritablement à géométrie variable. Alors face à un tel volume de documents, dont certains concernent directement les hautes sphères françaises, la députée LFI Danielle Obono a officiellement demandé à la justice de se saisir de l'affaire et d'enquêter plus en détail sur ces révélations. Au bout du compte, l'affaire Epstein ne se limite pas aux crimes abominables d'un homme. Elle révèle tout un système qui protège les puissants, même lorsqu'ils sont confrontés aux agissements les plus ignobles. Des présidents, des millionnaires, des artistes, des politiciens de tous horizons gravitent autour de Jeffrey Epstein comme des clients d'un club privé où l'argent, le pouvoir et la complicité suffisent à éteindre toute responsabilité. Cette affaire illustre aussi une vérité glaçante. Dans le monde des élites, la loi ne pèse pas de la même manière. Les plus riches et les plus influents disposent de passe-droits, de leviers pour se protéger, détourner l'attention et transformer la complicité en monnaie courante. Et tant que ce système perdurera, aucun scandale, aussi monstrueux soit-il, ne
suffira à garantir que la justice atteigne réellement ceux qui sont au sommet. Epstein n'était pas un accident, il était tout bonnement le symptôme d'un monde où la richesse et le pouvoir suffisent à échapper à tout contrôle. Et on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître un peu les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, sans vous, pas de récap. Pas de médias non plus. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient pourtant bon en indé, dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent la bataille de l'info. Mais pour tenir, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous à continuer à vous informer. Abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont sur notre site internet. Grâce à vous, le combat pourra continuer. Budget 2026, le gouvernement est allé au bout. Hier, les députés n'ont pas voté en majorité pour les 2 motions de censure, une déposée par la gauche, l'autre par le RN. Sébastien Lecornu avait pourtant dégainé le 49.3 la semaine dernière pour faire passer le projet de loi de finances 2026. 260 députés ont voté pour la motion de censure de la gauche et 135 élus ont voté pour le texte porté par le RN, alors que 289 voix étaient nécessaires pour renverser le gouvernement. Les socialistes ont fait pencher la balance en décidant de ne pas censurer le Premier ministre. C'était presque la dernière étape avant l'adoption définitive du budget pour cette année. Nos reporters Lisa Lapp et Andrei Manivit étaient à l'Assemblée nationale hier pour couvrir ce clap de fin budgétaire. Sandrine Rousseau, la députée écologiste, regrette notamment le retrait des socialistes. Opposition ferme à ce budget. Il n'y a rien de sauvable dans ce budget. Il n'y a rien qu'on peut sortir comme positif. Donc, vraiment, je dis aux socialistes, réveillez-vous, les amis, là. Réveillez-vous vraiment, quoi. Vous, il n'y a rien de gauche, là, dans ce budget ? Ah non, rien. Le budget ne satisfait personne, de droite ou de gauche, mais il marque une continuité libérale et macroniste. Jean-René Cazeneuve, le député Ensemble pour la République, le confirme. Ça marque quand même une continuité, il n'y a pas de rupture majeure avec les budgets précédents ? Oui, parce que l'année dernière, il n'y avait pas non plus de majorité dans cet hémicycle pour des modifications structurelles, des réformes structurelles. Donc oui, c'est vrai qu'il est dans une certaine continuité par rapport à l'année dernière. Il y a quand même quelques gestes forts qui sont le soutien à nos armées, en particulier. Est-ce que vous remerciez les socialistes de ne pas avoir suivi le reste de la gauche ? Écoutez, moi, je n'ai pas à remercier les socialistes et à donner des bons points aux uns et aux autres. Je constate simplement qu'il y a d'un côté ceux qui cherchent le chaos, donc une bonne partie de la gauche, dont les Insoumis et le Rassemblement national qui votent main dans la main contre ce budget. Et puis le bloc de la raison, très élargi au centre avec le bloc, le socle commun et les socialistes. Il reste encore une toute dernière étape, la Cour constitutionnelle. Il est possible que quelques articles soient censurés, mais sur le fond, la teneur de ce budget a de grandes chances de passer. Le gouvernement espère d'ailleurs une promulgation d'ici la fin du mois. Retrouvez évidemment notre couverture complète en regardant le replay de Toujours debout d'hier, notre émission d'actualité du soir en direct à 19h. Elle est à retrouver sur notre chaîne YouTube, le Média 24/7. La Cour d'appel de Poitiers a condamné hier 4 militants opposés au méga-bassine de Sainte-Soline pour avoir organisé une manifestation sur place en octobre 2022. Des peines moins lourdes qu'en première instance, mais une condamnation maintenue et une première historique. Des responsables syndicaux sont sanctionnés pour l'organisation d'une manifestation. Julien Leguet, le porte-parole du collectif Bassine Non Merci, lui-même condamné en appel, était ce matin dans notre journal des luttes. On l'écoute. Sur le fait de se pourvoir en cassation, c'est une décision qu'on va prendre collectivement avec les camarades co-inculpés et puis leurs avocats, puis les équipes de juristes bénévoles qui nous accompagnent. Parce que je précise bien ici
Ce qui nous permet de faire face à toute cette répression, c'est bien qu'on le gère collectivement, c'est bien qu'on est tout à fait conscient qu'en fait c'est une bataille politique et que nos fonctions de porte-parole, des 4 ont été condamnés à cette occasion-là, c'est cette fonction-là qui est ciblée, et parce qu'on est porte-parole, on est censé représenter, être les organisateurs. Ça signifie et ça montre bien également que dans la partie adverse, et notamment de ce gouvernement, et puis malheureusement de certains juges, on ne veut pas comprendre que des mouvements puissent fonctionner de manière horizontale, on ne peut pas comprendre que des mouvements ne soient pas hiérarchisés. Je le redis haut et fort, sur ces 2 manifestations, je suis un manifestant comme les autres, je ne suis pas le chef, je ne décide pas, par contre je suis porte-parole, donc ce qui signifie que ma fonction dans le collectif, c'est de communiquer, de faire passer les messages auprès des médias, parfois auprès des institutions. Et c'est bien cette confusion-là qui aboutit à notre condamnation. Mais comme vous le dites à juste titre, nos déterminations, elles restent inchangées, voire renforcées. Et retrouvez le Journal des luttes en direct tous les jours en semaine à 13h sur notre chaîne YouTube, le Média 24/7, sur Molotov ou encore la Freebox. Perquisition dans les locaux français de X, anciennement Twitter, ce matin par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris. Cette opération a eu lieu dans le cadre de l'enquête ouverte il y a 1 an, après les signalements du député Éric Bothorel dénonçant des algorithmes biaisés dans le fonctionnement de la plateforme propriété d'Elon Musk. Le milliardaire d'extrême droite est convoqué pour être entendu le 20 avril par la justice française dans l'enquête sur les dérives présumées de sa plateforme. Linda Iaccarino, ancienne directrice générale de X, est également convoquée. Ces investigations sont menées avec l'unité nationale cyber de la gendarmerie et Europol. L'enquête a été élargie à l'été 2025 après d'autres signalements. Ces alertes dénonçaient le fonctionnement de Grok, l'intelligence artificielle de la plateforme, ayant conduit à la diffusion de contenus négationnistes et de deepfakes à caractère sexuel. À ce jour, les investigations sont encore plus étendues. La section de lutte contre la cybercriminalité du parquet enquête pour savoir si X s'est rendu coupable de complicité de détention d'images à caractère pédopornographique ou encore de contestation de crimes contre l'humanité, en l'espèce de négationnisme. Contacté par l'AFP, l'avocat de X n'a pas souhaité commenter à ce stade. Et de notre côté, nous avons reçu le député Éric Bothorel, à l'origine des premiers signalements contre X dans notre émission Toujours debout de ce jour. URSSAF vs Uber, la fraude à 1,7 milliard d'euros. C'est ce que révèle la revue 21. Ce média libre d'investigation a dévoilé que l'organisme de recouvrement de la Sécu, l'URSSAF, estime que la plateforme devrait salarier ses chauffeurs et régler leurs cotisations sociales. De son côté, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour travail dissimulé. La revue 21 a réussi à se procurer un courrier jusqu'ici tenu secret. Dans ces 142 pages, on apprend notamment que le service de lutte contre le travail illégal de l'URSSAF Île-de-France conclut que la plateforme américaine a maquillé sciemment une relation salariale en contrat d'entreprise pour échapper à ses obligations d'employeur et dépeint un lien de subordination juridique. Selon la revue 21, l'organisme chargé de recouvrer les cotisations sociales estime le manque à gagner pour la Sécu à 1,2 milliard d'euros, une somme à laquelle s'ajoutent 512 millions d'euros de majoration de redressement, faisant monter la somme totale réclamée à 1,7 milliard d'euros. Ce document évoque un triple pouvoir de direction, de contrôle et de sanction vis-à-vis des chauffeurs. Concernant le statut des chauffeurs, de récents arrêts de la Cour de cassation ont confirmé leur statut indépendant et ainsi clarifié le cadre dans lequel nous opérons, a réagi un porte-parole d'Uber auprès de l'AFP. Uber, société qui a déjà été pointée du doigt pour le peu d'impôts qu'elle payait en France. Vous savez, c'est la fameuse ubérisation tant vantée par Emmanuel Macron qui engraisse largement les géants et échappe aux obligations françaises. Et tout ça sur le dos, évidemment, des travailleurs précaires qui n'ont, eux, aucune protection.
L'Iran se prépare à des pourparlers avec Washington. Trump, lui, maintient la menace d'une intervention, annonce l'AFP. Le président iranien a annoncé mardi soir avoir mandaté son ministre des Affaires étrangères pour des négociations directes avec les États-Unis, mais a rejeté d'emblée, je cite, toute demande déraisonnable. Donald Trump, quant à lui, menace à nouveau Téhéran de mauvaises choses en cas d'échec de la diplomatie. Une source arabe proche du dossier a indiqué à l'AFP que ces discussions organisées grâce à la médiation de l'Égypte, du Qatar, d'Oman et de la Turquie auraient probablement lieu vendredi en Turquie. Donald Trump a envoyé des navires de guerre dans la région et échange ces derniers jours des menaces avec la République islamique. Les pays médiateurs aident notamment à finaliser le cadre de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, qui n'ont pas de relations diplomatiques directes depuis plus de 4 décennies, a expliqué lundi le porte-parole de la diplomatie iranienne. Les efforts diplomatiques se poursuivent de manière très intense, a affirmé le Qatar ce mardi. Et toujours aujourd'hui, Paris a estimé de son côté que les discussions irano-américaines devraient viser d'abord à mettre fin à cette répression qui a fait des milliers de morts selon les ONG de défense des droits. La diplomatie française a aussi appelé à libérer les prisonniers, rétablir les communications, rendre sa liberté au peuple iranien avant de traiter des questions du nucléaire, des missiles, du soutien aux organisations terroristes. L'ONG Human Rights Activist News Agency, établie aux États-Unis, a recensé de son côté plus de 50 000 personnes arrêtées et a pu confirmer 6 854 morts dans la mobilisation, en grande majorité des manifestants. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût. Alors si vous avez la possibilité de nous donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas, abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez aussi parler de nous autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7, pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.